Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. 5e épisode de notre petite série consacrée au magazine Dedans Dehors de l'Observatoire international des prisons section française, dont le titre est Violences faites aux femmes, la prison est-elle la solution ? Et c'est d'un reportage dont on parle là dans cet épisode, dont le titre est Prendre en charge les auteurs, c'est protéger les victimes. Et donc on va parler de choses assez passionnantes qui me remuent un petit peu, parce que ça va pas forcément dans le sens de mes convictions, mais c'est aussi l'intérêt de lire des récits de sens social. La sens sociale n'est pas censée aller dans le sens de nos convictions, donc il y a des choses assez intéressantes dont on va pouvoir parler dans l'épisode, j'espère qu'il vous plaira. Bon épisode. Prendre en charge les auteurs, c'est protéger les victimes. C'est un texte de Laure Hanley qui nous dit ceci. On ne peut pas prendre en charge et protéger efficacement les victimes sans prendre en charge les auteurs. Si on ne traite pas les racines de la violence de ces personnes, celle-ci se répétera sur la même victime ou sur d'autres. Ainsi, Claire Robert-Horry, directrice générale de l'association ARSL, qui coordonne l'action des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales, résume sa raison d'être. Donc, les CPCA, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lieux qui ont pour point commun de mettre en œuvre des actions de responsabilisation comme des stages pour confronter les auteurs à leurs actes et leur faire prendre conscience des faits et de proposer, en fonction des besoins individuels, un accompagnement psychothérapeutique, médico-social ou socio-professionnel. Il y a 14 000 agresseurs, à peu près, en 2022, qui ont franchi la porte d'un CPCA. Et là, on est précisément dans ce qui m'intéresse dans cette lecture, parce qu'elle me remue, parce qu'elle me met en colère, parce qu'elle me crée beaucoup d'émotions assez négatives, c'est qu'on est en train, en tout cas, et je veux dire, c'est normal, c'est le rôle aussi de l'Observatoire international des prisons de réfléchir à d'autres solutions autres que les prisons, et du coup de considérer que les gens qui sont prisonniers sont victimes du système carcéral. Leur position est compréhensible, mais c'est pas la mienne. C'est-à-dire que là, on est encore en train de parler d'investir de l'argent pour la rééducation des hommes violents. Et bien sûr que c'est nécessaire, on le voit dans ce dossier que ça a l'air indispensable, que c'est ça qui va faire que le taux de récidive baisse. Mais les victimes, punaise. Quand est-ce qu'on met massivement de l'argent, plusieurs dizaines de milliards d'euros, pour pouvoir accompagner les victimes ? C'est ça, moi, qui me titille, en fait, dans ce que je vous lis depuis le départ, quoi. Salut Green, sois la bienvenue. Ah, puis il y en a Ambline qui nous a rejoint aussi sur le chat, merci Ambline. Et vous voyez, c'est ça, en fait, moi, qui me chagrine un petit peu en vous lisant ça. Néanmoins, voilà, il faut pas fermer les yeux sur le réel, quoi. Quand elles sortent de garde à vue, les personnes sont souvent en perte de repère. Elles ne comprennent pas forcément l'interdiction de contact. Si elles ne sont pas prises en charge immédiatement, elles retournent au domicile. Avec le risque de nouvelles violences, que de nouvelles violences soient commises ou que l'auteur soit incarcéré simplement pour avoir violé l'interdiction de contact. Ok, ça marche. Donc effectivement, le mec se retrouve dans une position d'agresseur conjugal. On va pas parler d'agression physique d'ailleurs, on va parler d'agression psychologique. Donc dans son mode de pensée, c'est tout à fait normal d'être complètement erratique, de crier sur sa compagne, de lui faire peur, etc. Pour lui, c'est juste une question de caractère, il ne comprend pas que ce qu'il fait est illégal. La femme finit par porter plainte pour violence psychologique et pour emprise. Et donc lui, il pige pas. Il se retrouve au commissariat convoqué, on lui dit il y a la violence psychologique sur votre femme, et lui il comprend pas, il dit non, on est un couple, on se dispute, étant donné qu'en France on fait souvent la confusion entre dispute et violence, la violence n'est pas une dispute, la violence c'est illégal. On a le droit de se disputer, on ne peut pas être violent. Il ressort du commissariat et de sa garde à vue, il pige rien, et il retourne à la maison pour s'excuser ou pour demander des comptes ou quoi que ce soit. Et voilà un grand risque effectivement, et une preuve qu'on n'est pas hyper balèze dans la prise en charge des violences conjugales, parce qu'on le sait ça, on le sait qu'il y a un risque d'augmentation des crises de violence, voire un risque fémicidaire autour de la plainte par exemple. On le sait ça. Et malgré tout, ça peut arriver que on convoque le mec au commissariat, on lui dit voilà, il y a une plainte contre vous, allez, bonne journée, rentrez chez vous. Enfin non, rentrez pas chez vous, vous avez plus le droit maintenant. C'est le mec qui va dire mais j'ai plus le droit, et mes affaires, et machin, et j'aimerais m'expliquer avec ma femme, machin. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Et là, il faut des gens formés pour leur dire en fait non monsieur, là c'est pas pour une dispute que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous êtes violent en fait avec votre conjointe, et que c'est illégal, et que vous pouvez passer devant un juge pour ça. Et donc si vous prenez contact avec votre conjointe sans son autorisation, ou alors avant un procès, nous, on va venir vous chercher. Et nous, on va vous mettre en détention provisoire. Vous comprenez ? Il faudrait que ce soit expliqué, quoi. Tout ça sera sur YouTube, bien sûr, Miss PDD. L'association dispose de places d'hébergement d'urgence, mais également de quelques appartements que les personnes sans point de chute peuvent occuper. Moyennant participation financière, plusieurs semaines, voire quelques mois, le temps pour elles de trouver une solution. Donc, que fait cette association, les CPCA ? Ils ouvrent des chambres d'urgence pour les agresseurs conjugaux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Alors entendez-moi bien. Me faites pas passer pour un droitard sans cœur, d'accord ? C'est bien
C'est important, d'accord? C'est important. Effectivement, on leur dit vous pouvez pas rentrer chez vous, s'ils n'ont pas de point de chute, ils vont pas dormir dehors, à l'évidence. Mais c'est pas croyable. On n'a pas d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Il y en a pas. Tout est plein partout. Tout est plein partout. Et c'est ça, en fait, qui m'agace. Alors, donc, le point de vue de l'Observatoire international des prisons, ok, ils se mettent dans la place des prévenus. Mais vous pensez aux victimes en premier, en fait. Aux victimes qui, elles, n'ont rien, sont démunies, n'ont pas de solution, ne peuvent parfois pas quitter le domicile conjugal parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, parce que c'est les femmes qui prennent des mi-temps en France, parce qu'elles font les métiers qui sont les moins bien payés, etc. Et là, on apprend là-dedans qu'il y a des associations qui ouvrent des hébergements d'urgence pour les agresseurs. Alors, ok, faites ça. Mais une fois qu'on aura assez d'hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales, quoi. Et vous voyez, je vous avais dit que ce truc-là m'agaçait, quoi. C'est important d'avoir ce point de vue aussi. C'est important d'entendre que ces trucs-là existent, que ces solutions-là existent pour toute une série de raisons. Et qu'on comprenne qu'en France, on ne fait pas que les mettre en prison, qu'on envisage aussi d'autres choses pour faire en sorte que les taux de récidive diminuent. Comme par exemple, les empêcher d'aller chez eux, avoir des places. Tout ça, évidemment, est important. Je le comprends. Et ma position a légèrement changé par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ma position, c'est de dire, effectivement, il faut faire des choses aussi autour des agresseurs pour diminuer les taux de récidive. Mais lire dans un magazine qu'il y a des associations qui ouvrent des places d'hébergement d'urgence pour les hommes violents conjugaux alors qu'il n'y en a pas pour les femmes, ça me révolte. Voilà, donc ma position elle est un peu ambiguë, je suis désolé, mais je peux pas vous dire mieux que ça. Ensuite, l'homme qui va être dans cet hébergement d'urgence, parce que le pauvre chouchou, il a agressé une femme et donc c'est lui qui est dans l'urgence, il doit participer à un groupe de parole sur 8 séances ou participer à un stage de responsabilisation pendant 2 jours, durant lesquels des intervenants extérieurs viennent parler droit, victimologie, cycle de la violence, stratégie d'évitement, etc. Là-dessus, moi, j'ai pas de problème. La rééducation à la violence, au contrôle, du coup, à son propre rétrocontrôle, déconstruire la virilité, tout ça peut permettre de baisser les récidives. Là-dessus, moi, j'ai pas de problème. La problématique addictive intervient dans une majorité des cas, même si l'alcool ne suffit pas à expliquer les violences, c'est un facteur à prendre en compte, l'élément souvent déclencheur qui permet leur expression, souligne Erwan Bénard. Je vous le lis, je l'ai surligné, je ne suis pas d'accord, j'ai lu tout à fait l'inverse, j'ai lu que l'alcool était un facteur au contraire, qui était une circonstance aggravante considérée par la justice, et que non, les comportements addictifs ne sont pas les facteurs qui déclenchent les violences conjugales. Que le facteur qui déclenche la violence conjugale et qui va déclencher par exemple la perte de contrôle est très souvent, beaucoup plus souvent lié à un rapport interpersonnel qu'ils ont avec leur conjointe quand ils sentent que leur conjointe leur échappe, quand ils leur disent je veux pas que tu ailles voir tel ami, elle dit ici, je vais quand même aller voir mon ami là, le risque de violence est majeur. Après, évidemment que le rétrocontrôle diminue quand vous êtes sous substance addictive, mais il ne me semble pas qu'on puisse comme ça affirmer. Alors en même temps, il dit ça ne suffit pas à expliquer les violences. C'est un des facteurs à prendre en compte, oui. C'est quand il met l'élément souvent déclencheur qui permet leur expression. Alors, de ce que j'ai pu lire de Marie Jaspard, par exemple, d'une autre autrice, non, c'est pas l'élément souvent déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quand la femme quitte l'emprise, montre qu'elle quitte l'emprise, tient tête, et dit, en fait, je vais voir qui je veux, tu vas pas ton mot à dire. Bref. Les centres médico-psychologiques étant saturés, ça je vous l'ai déjà dit, du coup les femmes elles sont obligées de payer leurs soins psychologiques de leur propre poche, d'aller voir des psychiatres qui coûtent entre 70 et 120 euros par consultation, payer les consultations de MDR, de TCC, etc. Donc les CMP étant saturés, l'association assure également des entretiens de suivi psychologique individuel pour amorcer une réflexion dans l'attente d'une prise en charge, blablabla. Donc, ces pauvres chouchous qui ont agressé leur femme, on leur trouve un logement qui leur coûte que dalle, genre 80 euros le mois, je crois, j'avais vu. On leur paye des séances de psy gratos. Ça m'épuise. Alors évidemment, si on apprenait demain que toutes les femmes victimes de violences conjugales avaient un centre d'hébergement à 200 mètres de chez elles et qu'on allait le payer des séances chez le psy, moi j'ai aucun problème pour qu'il y ait la même chose pour les agresseurs, pour les aider à apprendre à travailler sur leur rétrocontrôle et diminuer la récidive. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, je ne comprends pas ce que je lis. Et je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui se lèvent un matin en se disant « Ah tiens, je pense qu'il faut ouvrir une association pour soutenir les agresseurs conjugaux, quoi. » Bref. Il faut savoir que même si, en dehors de tout cadre judiciaire, vous pouvez aller dans ces structures, les CPCA, donc ça je trouve que c'est très bien en revanche. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo et un jour, vous êtes dans une dispute avec votre conjointe, dans votre tête, vous vous dites « Oh là là, j'ai envie de la frapper » et que votre réaction vous fait peur,
que vous vous dites mais comment j'ai pu penser à commettre de la violence, vous pouvez aller dans un CPCA, hein, volontairement, sans décision de justice, pour suivre des stages. Ça, c'est très bien aussi. Oui, bien sûr, Amalek, mais je suis d'accord avec ça sur le fait qu'il faille prendre tout le temps, tout le monde. Bien sûr que sur le fond, je suis d'accord avec toi. Moi, mon discours, c'est de dire, mais en fait, tant qu'on n'a pas encore mis assez de moyens pour prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales, bah, commençons par continuer à investir de l'argent pour les victimes. C'est ça mon propos. Ils prennent l'exemple d'un homme qui avait fait une première période de détention pour avoir frappé sa compagne. Il est sorti, il est retourné chez elle d'un commun accord. Donc, sa femme lui pardonne, ou elle est sous emprise, hein, attention, hein. Elle lui dit « tu peux revenir à la maison », alors que le juge avait dit « vous ne rentrez pas ». Il a été réincarcéré à la suite d'une dispute. À sa sortie la deuxième fois, elle est carrément venue le chercher malgré l'interdiction de contact qui avait été prononcée. Qu'est-ce que je vous dise ? Si vous mettez d'abord en place de l'énergie pour prendre en charge les auteurs de violences conjugales, et que vous n'aidez pas les femmes qui sont victimes de violences conjugales à sortir de leur emprise, qu'on ne les aide pas, qu'on ne met pas des moyens pour les aider à sortir de leur emprise, et bien ce qu'on vient de lire, ça va se reproduire. Encore sous emprise, elle va encore lui trouver des excuses, et elle va encore aller chercher à sa sortie de prison, et ça va encore envenimer les choses, et le procureur va encore être fâché, et le juge va être fâché en disant « je ne comprends pas, vous êtes victime de violences conjugales, et vous y retournez vous-même ». Ben ouais, mais mettez de l'argent pour les aider à sortir de leur emprise, en fait. Vous comprenez ma colère ? C'est pas que je rejette les sciences sociales, bien sûr. Hein. Au contraire, bien sûr. C'est important pour moi de lire ça. C'est important pour moi de lire ces trucs-là. Mais comprenez pourquoi ça m'agace. Et je suis désolé de me présenter à vous agacé par rapport à tout ça, mais j'ai l'impression qu'on prend le problème dans le mauvais sens, quoi. D'autant qu'on nous dit, ce genre de situation où la victime vient chercher l'auteur n'est pas rare et pose la question de ce qui peut être entrepris parallèlement avec la victime. Non, mais c'est pas entrepris parallèlement avec la victime. C'est on prend d'abord la victime et parallèlement, éventuellement, on prend en compte l'agresseur, quoi. Malgré tout, il y a une étude belge qui montre que quand on passe par ces centres, le taux de récidive est de 9%. Alors que n'est que de 9%, contre 36%, on avait vu les chiffres tout à l'heure. Donc, pas de problème, c'est efficace. Il semblerait que ce soit efficace. Les subventions annuelles qu'ils reçoivent sont quand même basses, hein, sachez-le, c'est 150 000 € par an, c'est quand même pas non plus énorme, hein, mais c'est quand même de l'argent public, quoi. Mais prise en charge des victimes et des auteurs s'oppose-t-il forcément, et il nous dit une part très importante des auteurs que nous prenons en charge a subi des violences dans l'enfance. D'accord, certes, effectivement, on sait que quand vous avez subi des violences dans l'enfance, en particulier intrafamiliales, c'est un facteur de risque de perturber votre rétrocontrôle sur la violence, effectivement. Dans l'enfance, ou grandi dans un environnement familial violent, les auteurs d'aujourd'hui sont les victimes d'hier, rappelle Jean-Michel Gulot. Pas de problème là-dessus. Là-dessus, moi, il n'y a pas de souci. C'est simplement une question de priorité pour moi. Et je suis un peu choqué qu'en fait, on n'ait pas comme priorité numéro 1 d'abord d'investir de l'argent pour protéger les victimes de violences conjugales. Voilà où j'en suis dans ma réflexion.